L'Association africaine des hautes juridictions francophones est en colloque à Abidjan. Rencontre ouverte par le Premier ministre représentant le chef de l'État. Ces travaux portent sur le contrôle de constitutionnalistes des décisions de justice par les juridictions constitutionnelles africaines. Dans l'actualité également, ce mardi, la Journée internationale des personnes handicapées. Elle a pour objectif de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien. Les taekwondo-in ivoiriens de retour à Abidjan en triomphe. Ils reviennent de Dakar où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Ils ont été accueillis hier par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bambachek Daniel. Et puis à l'étranger, les violences ne connaissent aucun répit dans le nord-est du Nigeria. 2 bombes ont explosé hier sur un marché de Maïdougouri, fief historique du groupe Boko Haram. La ville de Damatoro, elle aussi, a été prise d'assaut par les insurgés. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce soir, la Journée internationale des personnes handicapées. Elle a pour objectif de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Elle a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée dans ce compte-rendu de Konepar Gassoro. Nous avons notre mot à dire. C'est le thème international retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Ce thème, selon le ministre d'État, Dosso Moussa, rappelle à tous que rien pour les personnes handicapées ne doit se faire sans elles. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 10 janvier 2014, le gouvernement ivoirien a réaffirmé sa volonté de permettre aux personnes en situation de handicap de jouir effectivement de leurs droits et de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans une société égalitaire. La commémoration de la 22e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est donc une opportunité de réaffirmer l'engagement du gouvernement, mais aussi d'inviter toutes les composantes de la société ivoirienne à donner aux personnes handicapées la possibilité de jouer un rôle actif et positif dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est donc tous ensemble que doit être mené le combat inlassable de l'acceptation de la personne en situation de handicap comme une personne à part entière. C'est seulement à ce prix que nous lui donnerons la chance de dire son mot par sa participation effective à la construction de notre pays. Le 142, numéro vert mis à la disposition des personnes handicapées par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, promouvoir une écoute attentive et une insertion forte des personnes en situation de handicap dans le tissu économique et social de la Côte d'Ivoire. 2 membres du gouvernement étaient à l'hémicycle hier. Face à eux, les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement. D'abord, Alain Lobognon, de la promotion des sports et loisirs, qui a défendu le projet de loi relatif au sport. Ce projet vise à doter le pays d'un cadre réglementaire et institutionnel du sport, tout en tenant compte de son évolution dans le monde. Ensuite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques et des Droits de l'Homme, qui a présenté l'intérêt de notre projet ayant trait aux greffiers. Les 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, Ben Touré, Abou Sanogo. Il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour qu'un projet de loi visant à doter le sport d'un cadre institutionnel et réglementaire conforme aux exigences actuelles voit le jour. Il a été adopté à l'unanimité des membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. À la différence de l'ancien, le présent projet de loi permettra par exemple de payer des primes aux sportifs en fin de carrière, aux entreprises publiques et privées, de contribuer au mieux à la promotion et au développement du sport en Côte d'Ivoire. Désormais, ne peut siéger à l'organe exécutif d'une fédération que le diplômé ou le cadre sportif salarié de la dite fédération. Ce test, défendu par le ministre Alain Lobognon, vise 3 objectifs essentiels. C'est la construction des infrastructures sportives. Sans infrastructures sportives, vous n'avez pas de sport de haut niveau. C'est la formation des athlètes et des encadreurs. Sans encadreurs, vous n'aurez pas
des athlètes. Et enfin, c'est le financement du sport. Autre projet de loi examiné, celui relatif au statut des greffiers. Il revient pour la deuxième fois sur la table des députés. Et pour cause, l'article 5, objet d'incompréhension. Cette fois, il est compris de tous. Il s'agit de conférer aux greffiers des parquets et des juridictions de Côte d'Ivoire un statut nouveau. C'est une quête de longue date. Ils avaient pu, en 2008, obtenir un texte qui devait leur permettre d'avoir ce statut. Malheureusement, les formes n'étaient pas forcément celles qu'on peut souhaiter pour un pareil statut. Et nous avions demandé que les représentants de la nation chargés des affaires sociales et culturelles soient avisés des avantages et des privilèges que nous concédons aux greffiers. L'étape de la commission terminée, reste le grand oral devant la plénière pour l'adoption définitive de ces deux projets de loi tant attendus par leurs bénéficiaires, les sportifs et les greffiers. Voilà, c'était un commentaire de Sidonie Davila. Les taekwondo-in ivoiriens de retour à Abidjan en triomphe. Ils reviennent de Dakar où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Ils ont été accueillis hier par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bambachek Daniel. On en parle avec Déborah Kouassi et Eliane Tapé. Ils sont là, les héros de Dakar. Partis sans bruit, ils reviennent en fanfare par le salon d'honneur. Comité de soutien, gerbes de fleurs, pas de danse. Tadjou Sodik, Lobo Pekens et les autres n'en demandaient pas mieux. Les éléphants taekwondoïnes sont allés à Dakar, incognito, sans tambour ni trompette, et on barille. Nous sommes une fédération comblée et heureuse, surtout presque en fin d'année, en décembre. C'est nos cadeaux de Noël. Et pour nous, champion d'Afrique 2014, champion du monde francophone 2014, il ne nous reste plus, si Dieu le veut, que la Coupe du monde au Mexique. Devant la France et le pays organisateur, le Sénégal, la Côte d'Ivoire garde son titre de champion du monde francophone. Cette épopée, elle la doit surtout à Lobo Pekens Otniel. Malgré sa blessure, c'est taekwondo in 3e dan ceinture noire, bat en 8e de finale le Sénégalais Bala Ndiaye, 10 fois vainqueur des Jeux africains, 2 fois champion du monde francophone de taekwondo. D'abord, c'est Bala qui a marqué le premier point. Quand il a marqué le premier point, tout le Sénégal était en fête. Pendant que moi j'attaquais, il a tapé sur mon bras et j'ai senti mon os bouger. J'ai persévéré dans mes attaques, j'ai fait un triplé des jambes, je l'ai pris. À la tête, c'était le chaos. En l'absence de son équipe A, l'équipe composée de 8 athlètes revient la besace pleine, 2 médailles d'or et 1 d'argent. Je suis très heureuse parce que d'abord c'est ma première sortie et vu que je ne suis pas senior, je suis junior, je suis classée pour pouvoir tirer avec les champions de ma catégorie. Donc j'ai dû m'adapter au style de combat pour pouvoir avancer. Dakar, vraiment, m'a servi de leçon parce que à partir de Dakar, je sais que j'ai une valeur. Les héros de Dakar donnent ainsi l'exemple à l'équipe senior partie au Mexique pour la Coupe du monde de taekwondo par équipe. Le COSIMEFSI, coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du budget, envisageait une grève prévue pour demain 3 décembre. Eh bien, cette grève n'aura plus lieu. Le mot d'ordre a été levé ce soir même après une rencontre entre les responsables et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la primature, Placide Niaoué, Herman Niamia. Moins d'une heure, c'est le temps de l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances et du budget, COSIMEFSI. Au sortir de cette audience avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, Ouattara Karim, président de la COSIMEFSI, a fait cette précision pour lever tout équivoque. Je suis donc pour lancer un appel à tous les agents du ministère de l'économie, des finances et de celui du budget, demain matin à 7h30, d'être au travail parce que nous venons de lever le mot d'ordre de grève. Il y a également une presse qui a indiqué que la COSIMEFSI récusait M. le ministre du budget. Ça n'a jamais fait l'objet de débats à la COSIMEFSI et la COSIMEFSI ne se reconnaît pas dans de tels propos. Satisfaits et rassurés de la rencontre avec le Premier ministre, les responsables de la COSIMEFSI s'engagent à prendre une avance sur le train de l'émergence pour une bonne santé de l'économie ivoirienne.
Le groupe Magic System était en concert inédit à Abidjan avant-hier, vous le savez. Les Abidjanais ont répondu présents. Des personnalités étaient également de la partie, histoire de marquer leur admiration pour le groupe. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a même monté sur la scène pour communier avec les 4 garçons d'Anoumabo. Il a surtout exhorté la jeunesse à s'inspirer de l'exemple Magic System. Serge Coléa. Ils auront attendu 9 ans pour voir Magic System en concert inédit à Abidjan. Les mélomanes ivoiriens n'ont pas boudé le plaisir. C'est un groupe qui aujourd'hui non seulement fait la fierté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et le message qu'il véhicule est un message fédérateur. C'est des petits frères, c'est des amis, et nous les accompagnons partout dans le monde entier, chaque fois que nous avons le temps, et je peux dire que nous sommes fiers d'eux. Magic System, fierté musicale de la Côte d'Ivoire dans le monde, a un fan de taille. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, ne pouvait pas s'empêcher d'esquisser des pas de Zouglou. Son message à la jeunesse s'inscrit dans la droite ligne du parcours exemplaire des 4 garçons d'Anoumabo. Côte d'Ivoire, voilà ta fierté. Voilà ta magie, voilà ton courage. Bravo, Magic System, fierté de la jeunesse qui travaille. Bravo, Asanto, merci et bravo. 16 disques d'or, 3 disques de platine, une cote de popularité restée intacte. On peut le dire, la légende continue avec Magic System. Et le tête-à-tête ce mardi entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix, Hervé Latsou. En toile de fond, la situation sécuritaire dans le pays, mais aussi et surtout les futures échéances électorales. On fait le point avec Abou Sanogo. Entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, et Hervé Latsou, la situation sécuritaire d'ensemble, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR et surtout les futures élections en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire et aussi nous assurer que les événements qui se sont passés le 18 novembre n'auront pas d'incidence sur la suite. Vous savez que nous sommes à peu près à 1 an des élections. Donc la communauté nationale et internationale veut s'assurer que cela devrait se faire dans les conditions normales et que nous pouvons donner l'assurance à nos partenaires aux Nations Unies que cela sera. Saisissant l'occasion, le responsable onusien qui était pour la circonstance accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, a salué les efforts accomplis par les autorités ivoiriennes dans la relance de l'économie et la normalisation de la situation sur l'ensemble du territoire national. Relativement aux prochaines échéances électorales, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix a indiqué que l'organisme dont il relève sera aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que Hervé Latsou est en visite de travail en Côte d'Ivoire après avoir participé au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. D'autres signes d'apaisement dans la ville d'Odiéné. Quelques jours après les événements survenus dans la ville, une partie du matériel, dont des armes, emportés à la préfecture de police et au commissariat ont été restitués hier aux autorités policières par les manifestants. Le témoignage de Mamadou Kwasi. 3 kalachnikovs, des munitions, un onduleur et un ordinateur de bureau constituent une partie des 7 armes, des motos et des chaises restituées par les jeunes de la ville d'Odiéné aux autorités administratives, policières et municipales d'Odiéné, une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces biens restitués sont le fruit des nombreuses rencontres d'échange et de sensibilisation menées par les chefs coutumiers, les leaders religieux et les cadres, dont le maire Nassineba Touré. Des initiatives qui ont permis le retour au calme. En remettant le matériel, les jeunes ont exprimé leurs regrets et ont promis ne plus s'adonner à de tels actes. La jeunesse d'Odiéné, en tout cas, n'avait pas pour ambition d'emporter ce matériel et les utiliser à d'autres fins. Nous allons prendre l'engagement devant tout le monde que de tels actes ne se reprendront plus à Odiéné. Nous présentons nos excuses à tous ceux à qui le tort a été fait. Le maire de la ville d'Odiéné a salué le geste citoyen des jeunes avant de les inviter à privilégier la voie du dialogue pour que de tels actes ne se reproduisent dans la région. Mais si vous ne vous adressez pas aux personnes qui vous représentent
et que vous allez régler le problème. Même s'il s'avérait que vous avez raison, mais vous avez perdu votre raison. Et vous êtes sujet de blâme parce que vous êtes allé à un niveau qui est inacceptable dans un état de droit au nom des populations d'Odiéné. Avec à sa tête la chefferie traditionnelle, nous présentons nos excuses à toute l'administration territoriale qui est venue pour administrer la région pour ces agissements que nous ne pouvons pas justifier. Pour permettre au commissariat de police et la brigade de gendarmerie ainsi que la préfecture de police piller, saccager, de reprendre le service, le maire Nassineba Touré a offert 3 ordinateurs de bureau. Pour rappel, la ville d'Odiéné a été le théâtre de violentes manifestations les jeudis 27 et vendredi 28 novembre dernier, suite au décès d'un jeune chauffeur de taxi-moto dans les locaux du commissariat de police d'Odiéné. Depuis quelques jours, un malentendu oppose les jeunes du village d'Anoumambo, situé à Marcory, aux artisans ferrailleurs qui exercent au bord de la lagune du village. La tension était même montée dans le village. Il a fallu l'intervention du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME pour calmer les esprits. Il a invité les deux parties à la retenue et au dialogue. Mahamadou Traoré, Abou Sanogo. Tout est parti de la volonté du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable d'embellir le bord lagunaire qui donne sur le pont Henri Konabédié. À cet effet, la construction d'un mur avait été entreprise au fin de séparer le site accueillant les artisans ferrailleurs de la lagune. Si les artisans ferrailleurs adhèrent au projet, ce n'est pas le cas chez les jeunes Hachans d'Anoumambou. Pour eux, aucune barrière ne doit entraver l'accès du peuple Hachan à la lagune. En réaction, ils ont procédé à la destruction du mur en question, créant ainsi une atmosphère conflictuelle. Face à cette situation, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, est venu ce dimanche à la rencontre des différentes parties. Nous sommes dans un pays de dialogue et il va falloir trouver une solution qui donne satisfaction d'abord à la chefferie, aux communautés villageoises et aux artisans. Mais on peut toujours trouver une solution. Je pense qu'un mur solide n'est peut-être pas approprié. On peut trouver une autre forme de délimitation qui donne satisfaction à tous. Pour qu'on puisse également trouver des sites de relocalisation pour les artisans mieux aménagés et définitifs, afin qu'ils ne soient pas toujours installés dans la précarité. Après cette rencontre, les deux parties promettent au ministre de se retrouver très bientôt sous la médiation de la mairie de Marcory pour poursuivre le dialogue afin de parvenir à un compromis. D'autres images de Jean-Louis Billon, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Il a visité dimanche le chantier d'un futur centre commercial qui sera situé en bordure du boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. La création de ce centre commercial est le fruit d'un partenariat noué entre deux géants mondiaux de la grande distribution, le groupe CFAO, présent dans 34 pays d'Afrique, et le groupe Carrefour, le numéro 2 mondial de la grande distribution. Ce chantier a été lancé il y a 2 mois. En économie toujours, on s'intéresse maintenant aux banques nationales. Elles veulent contribuer davantage au développement de l'économie. Elles ont l'ambition d'augmenter le taux de crédit destiné à financer les petites et moyennes entreprises, jusque-là faible selon l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la PBFC, qui a lancé hier un programme de formation justement dédié aux conseillers clients des banques sur la maîtrise des risques liés au crédit bancaire. Francis Boifo. Les banques nationales ont décaissé au premier semestre 2014 plus de 4 144 milliards de francs CFA sous forme de crédit à la clientèle, selon la PBFC, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Plus de 77% de cette somme sont destinées aux sociétés privées, le reste aux particuliers et à l'État. Pour les mois à venir, la PBFC a l'intention de financer prioritairement les petites et moyennes entreprises à PME. D'où le lancement de ce programme de formation à l'attention des conseillers clients des banques nationales. Nous allons renforcer leurs compétences concernant les différents produits innovants à avoir et mettre à la disposition des PME et PMI pour leur permettre d'une part d'assurer la couverture de leurs besoins d'investissement et d'autre part de leurs besoins courants d'exploitation. Les PME constituent aujourd'hui plus de 80% du tissu des entreprises composant le système productif ivoirien. Elles sont le moteur de la croissance des pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire.
L'actualité économique, c'est aussi le prix des hydrocarbures qui enregistre depuis hier une baisse allant de 11 à 15 francs CFA. Le gasoil passe de 615 à 600 francs CFA le litre, soit une baisse de 15 francs CFA. L'essence Super, pour sa part, passe de 750 à 739 francs CFA le litre, soit 11 francs CFA. Cette baisse proviendrait de l'application du système d'ajustement automatique des prix adopté par le gouvernement ivoirien en novembre 2012. Guy Roger Nguessan, Jean-Jacques Kwameala. Je n'ai pas fait attention, mais ce matin, je remarque parce que je ne prends pas le carburant tous les jours. Donc c'est ce matin que je remarque. Je suis surpris, ça m'étonne. Je viens juste de le constater d'ailleurs. Et pourtant, c'est effectif. Depuis le 1er décembre 2014, le super est passé de 750 francs CFA à 739 francs CFA et le gasoil de 615 francs CFA à 600 francs CFA, soit une baisse de 11 francs pour le super et de 15 francs pour le gasoil. Une nouvelle tarification bien accueillie par les automobilistes qui cependant réclament davantage. Ça nous arrange beaucoup qu'avant. De 615, on est revenu un peu plus bas, mais on demande encore à ce qu'on essaie de diminuer un peu encore dessus. Ce qui serait plus intéressant serait de savoir est-ce que ce coût qui est en baisse sera d'actualité ou on sera à nouveau savoir qu'il monte. Cette baisse est liée à la chute des cours du pétrole sur le marché international depuis plusieurs semaines et conformément à la politique du gouvernement qui a décidé de s'aligner sur un système d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe. Actuellement, il y a une baisse de façon générale sur le coût du carburant. Donc, le gouvernement répercute au niveau des pompes aussi. Depuis 5 mois, le prix du pétrole est au plus bas. Il a chuté de 30%, de 115 $ US, soit environ 60 500 francs CFA. Le baril est passé à 70 $ US, c'est-à-dire 36 800 francs CFA, en raison d'un ralentissement de l'économie mondiale et de l'explosion de la production américaine. L'Association africaine des hautes juridictions francophones est en colloque à Abidjan. Ces travaux portent sur le contrôle de constitutionnaliste des décisions de justice par les juridictions constitutionnelles africaines. Après 3 reports successifs dus à la crise ivoirienne, la capitale économique accueille donc depuis hier et jusqu'à jeudi les assises statutaires de l'association. Ces assises se sont ouvertes en présence du chef du gouvernement représentant le chef de l'État, Hugues Blais. Depuis 16 ans, l'Association africaine des hautes juridictions francophones travaille à l'intégration juridique et judiciaire. L'AAJF, qui a accueilli ce début de semaine, son 36e membre entend célébrer à Abidjan, une fois encore, la coopération juridique et judiciaire pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit en Afrique. Notre association s'est régulièrement réunie autour de thèmes aussi intéressants les uns que les autres, entre autres, le contentieux électoral et l'état de droit, le juge suprême et la gestion du contentieux des élections locales, le thème de la présente session, à savoir la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions judiciaires par les juridictions constitutionnelles, présente au moins autant d'intérêt que les précédents. L'AAJF veut, à l'occasion de ses 14e assises statutaires à Abidjan, appréhender le contenu et les conséquences d'un tel contrôle au regard de l'exigence de sécurité judiciaire que porte l'état de droit. Notre association, dans ses objectifs visant l'intégration juridique et judiciaire de nos États, se doit d'anticiper sur les situations qui pourraient être préjudiciables à l'état de droit. Du reste, nous devons d'être dans la réflexion prospective en accompagnement de cet état de droit. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Alain Kablan-Duncan a souhaité que les assises d'Abidjan abordent en plus de leurs préoccupations principales bien d'autres. Il serait peut-être aussi intéressant d'explorer la question de savoir si l'on peut déférer devant une cour constitutionnelle un arrêt rendu par une cour suprême, une cour de cassation ou une cour d'appel au motif de violation d'une disposition constitutionnelle. Et je voudrais, si vous le permettez pour ma part, souhaiter, en plus de ce qui précède, qu'il soit également possible aux différents niveaux d'intervention juridictionnelle de prendre en compte une préoccupation constante des justiciables en général et des opérateurs économiques en particulier, celle des délais des procès,
qu'une bonne partie de nos concitoyens jugent long, à tort ou à raison. La haute juridiction francophone, créée le 10 novembre 1998, est devenue depuis juillet 2014 l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Elle a en son sein des pays lusophones. La deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie s'est ouverte hier en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nyamia Kona a situé les enjeux de la quinzaine. Je vous propose de l'écouter. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert lundi les travaux de la deuxième édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Il souhaite que les matières scientifiques suscitent davantage d'intérêt auprès des élèves du premier et second cycle. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a également évoqué l'intérêt que porte la Côte d'Ivoire pour l'évolution et le développement de la science et de la recherche. Nous sommes tous comptables de la vitesse à laquelle notre recherche va. Et comme vous le savez, les présidents des pays africains se sont rencontrés à l'Union africaine, à l'OUA, et avaient décidé de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. 1% du PIB en Côte d'Ivoire, ça fait 150 milliards au taux actuel. Les chercheurs ont besoin de ça. Du 1er au 15 décembre, la quinzaine internationale de la science et de la technologie rassemblera la communauté scientifique ivoirienne, les partenaires de la coopération allemande, de l'Institut de recherche pour le développement IRD et les étudiants des universités de notre pays. C'est un commentaire signé Patricia Oumouetia. Les fils et filles de la région du Sud Comoé s'engagent dans une nouvelle dynamique, celle de l'unité, de la fraternité et de l'entraide. Cela à travers la mise sur pied de la mutuelle des cadres pour le développement du Sud Comoé, MUCADESC. La vision est de relever les nouveaux défis du développement dans la région. L'installation a été faite par le ministre Jean-Claude Brault. Le compte-rendu de Mamadou Kwasi. Située au sud-est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Comoé regorge de nombreuses potentialités économiques et culturelles, notamment des plantations industrielles, des vieilles et de palmiers à huile, avec à la clé de belles plages. Cette région compte également de nombreux cadres. Malgré toutes ces potentialités, le Sud Comoé rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Or, les fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire, l'unité, la fraternité, la solidarité permettront d'atteindre l'émergence. Fort de cela, une nouvelle structure est née depuis le mois de septembre pour fédérer les forces. Il s'agit de la mutuelle des cadres pour le développement du Sud Comoé, MUCADESC. Nous ne voulons pas nous substituer aux institutions existantes. Bien au contraire, nous voulons être un outil de développement à la solde de ces institutions-là. En matière de développement, il n'y a jamais suffisamment d'acteurs. Dans un pays qui a su être émergent, les infrastructures de base, les hôpitaux, les écoles, les routes sont des défis majeurs. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, fils de la région et parrain de la cérémonie, et le ministre Jean-Claude Brault, représentant le Premier ministre, ont salué l'initiative des cadres. Ils souhaitent que cette structure soit un véritable outil de développement pour le bien-être des populations. Il s'agit de s'approprier le principe de développement participatif en apportant une place de choix à l'implication de nos populations, à l'identification des problèmes locaux, à la définition des solutions et à leur mise en œuvre afin de contribuer à donner plus d'efficacité et de durabilité au projet. La région du Sud Comoé est frontalière au Ghana et compte 4 départements, à savoir Aboissou, Grand Bassam, Adiaké et Tiapoum, pour une population estimée à environ 1 million d'habitants. À l'étranger, les violences ne connaissent aucun répit dans le nord-est du Nigeria. 2 bombes ont explosé hier sur un marché de Maïdougouri, fief historique du groupe Boko Haram, alors que la ville de Damatoro était prise d'assaut par les insurgés. Reportage. Cette fois, l'attentat a fait 10 morts. Lundi, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Boko Haram continue donc de faire régner la terreur dans le nord-est du Nigeria. 3 attentats en l'espace de 4 jours. D'abord ici à Kano, vendredi, contre la grande mosquée, bilan 120 morts. Puis à Maïdougouri et le même jour, à Damaturu, la secte islamiste a mené un assaut contre les forces de sécurité. Quelle riposte face à cette insurrection de plus en plus violente? Pour ce politologue, la question se complique encore à l'approche des élections générales de février prochain.
Les élections arrivent. Vous savez, il y a aussi la politique politicienne, les déclarations qui se durcissent et tout ce qui va avec. Les gens qui parlent de fracture nord-sud, de division religieuse, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tous les habitants du Nord ne soutiennent pas Boko Haram. Certains observateurs estiment que Boko Haram va intensifier ses actions à l'approche des élections. Son but, empêcher que le scrutin se tienne sur l'ensemble du territoire et nuire ainsi à la légitimité du prochain gouvernement. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.